Et salut à tous, comment ils vont? Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et normalement pour aujourd'hui on a donc beaucoup de sujets assez divers et variés. Et tout d'abord on va donc commencer par les propos de l'ancien team manager de Suzuki, Livio Suppo, qui revient justement sur le constructeur japonais. Bon alors je pense que vous n'avez pas raté ça, ou en tout cas vous ne l'avez pas oublié, mais en 2022 nous avons donc perdu Suzuki en MotoGP. Le constructeur japonais a décidé d'annoncer ça d'une manière brutale. Il quitte la catégorie reine et on a tous été un petit peu étonnés, voire choqués quand même de cette décision du constructeur japonais. C'est aussi donc le cas de Livio Suppo, mais ce qui est vraiment intéressant donc dans ses propos, c'est qu'il rappelle tout d'abord pourquoi Suzuki fonctionnait très bien, et c'était aussi le cas lors de la toute dernière année où ils étaient en MotoGP. Il a déclaré: le point clé pour moi n'est pas qu'il soit nécessaire d'avoir des ingénieurs basés en Europe. L'organisation de Suzuki était bonne. Sur la piste, il y avait beaucoup de gars européens, et les Japonais écoutaient ce qu'ils disaient. Je pense que c'était le secret de Suzuki, parce que cela nous plaise ou non, lorsque l'usine Suzuki s'est retirée, je suis presque sûr quel était le constructeur japonais le plus fort. En fait, nous avons gagné 2 des 3 dernières courses, donc la disposition du moteur en ligne, avec moins d'aérodynamisme, etc., était toujours capable de se battre pour les victoires. Bien sûr, Alex Rins était un pilote très fort, mais la moto était plutôt bonne, et je pense que le secret résidait dans la relation entre les techniciens européens de l'équipe et les ingénieurs de conception au Japon. Alors pour terminer, il revient aussi assez rapidement sur le départ de Suzuki en disant: nous ne pouvions rien faire. Moi-même, Sahara-san, Ken Kawashi, nous avons fait de gros efforts, mais nous n'avions aucune chance de les convaincre de rester, même en proposant de réduire le budget et d'essayer de rendre les choses un peu moins chères. Il n'y avait aucun moyen. Donc cela signifie que ce n'était pas une décision liée à l'argent. Bon alors tout d'abord, je ne vais pas spécialement revenir sur le pourquoi Suzuki a décidé de quitter le MotoGP. On en a déjà beaucoup parlé en vidéo. On ne sait pas si c'est lié à des raisons économiques, on ne sait pas si c'est lié avec les problèmes qui auraient pu donc se passer sur des moteurs avec Toyota. On n'a pas la véritable raison. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Suzuki était très performant quand même lors de cette saison 2022, en terminant l'année de la meilleure des manières avec 2 très belles victoires, et que finalement, ils ont décidé quand même de quitter le GP. C'est comme ça. Est-ce qu'un jour on aura la véritable explication ? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on nous l'a déjà donné, cette véritable explication, mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Bref, moi ce que je trouvais vraiment intéressant avec les propos donc de Livio Suppo, c'est de montrer quelle était, par exemple, donc la force de Suzuki lors de cette saison 2022, cette façon où on est arrivé parfaitement à faire en sorte de travailler en osmose entre des personnes européennes et japonaises. Et c'est vers là qu'on tend, que ce soit pour Honda et pour Yamaha. Et ce qui est assez fou, c'est que finalement, Suzuki, dès 2022, mais c'était aussi, je trouve, le cas en 2021, en 2020, on est très rapidement arrivé à faire justement cette nouvelle façon de faire, ce mix entre européens et japonais. Et c'est quand même complètement dingue de se dire qu'aujourd'hui, en 2024, pour Honda et pour Yamaha, on est encore en train de tendre vers ça, on essaie de changer sa façon de faire, alors que finalement, Suzuki, depuis des années, eux, ils ont tout de suite fait évoluer leur façon de faire, ils ont changé cette façon de faire très typique japonaise pour essayer d'amener un petit peu plus ce côté européen, parce qu'ils ont très bien compris qu'au sein de ce MotoGP moderne, il y avait besoin de faire évoluer entre guillemets la formule, et malgré un investissement beaucoup plus moindre par rapport aux 2 autres constructeurs japonais, Yamaha et Honda, on est quand même arrivé à faire un projet gagnant en étant intelligent, stratège et en comprenant peut-être un petit peu mieux ce MotoGP moderne. Mais ouais, en tout cas, ce que je trouve dommage quand même pour conclure, c'est qu'on a pu voir par le passé que cette façon de faire de Suzuki fonctionnait très bien, et pourtant on est en train d'uniquement tendre vers ça chez Yamaha en 2024. On a mis quand même du temps pour comprendre et s'adapter, et c'est aussi la même chose pour le moteur. Oui, il y a des points positifs en 2024, mais on a l'impression qu'on n'est toujours pas au même stade que la Suzuki de 2022. Alors ça met du temps alors que Suzuki par le passé avait déjà prouvé que tout ce qu'ils avaient réalisé sur le 4 cylindres en ligne et dans leur façon de faire fonctionnait. Donc espérons que Yamaha rattrape vite ce retard et que ce qui fonctionnait par le passé pour Suzuki fonctionne pour l'avenir de Yamaha et aussi évidemment de Honda. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va se voir donc les propos du directeur de l'équipe officielle de KTM, Francesco Guidotti, qui est revenu sur la situation de Jack Miller au cours de cette saison 2024. On en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo où je vous disais justement que Jack Miller avait lui aussi donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il a besoin d'aller chercher des résultats. Avec les derniers propos de Francesco Guidotti, on le comprend bien. Oui, il est soutenu au sein de KTM, mais il va falloir faire mieux. Guidotti a donc déclaré: on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Jack. Son surnom, Thriller, n'est pas un hasard. Je veux dire, Jack est Jack. Et il est peut-être capable du meilleur
comme du pire. Donc tout est presque entre ses mains et nous essaierons de le soutenir de toutes les manières possibles. Mais oui, Jack et Jack, il y a très peu de mots à ajouter. Vous aimerez peut-être ou non son personnage, parfois il est très difficile de comprendre ce qu'il a en tête. Mais je pense aussi qu'il est dans une phase de sa vie où il doit prendre une décision importante. Les plus jeunes arrivent aussi très vite. Il doit donc se comporter cette année peut-être comme jamais auparavant. Il a toujours été parfait avec l'équipe et avec son coéquipier. Oui, quand on atteint un certain niveau, c'est toujours une question de mentalité. Il faut donc être vraiment courageux, cohérent et intelligent pour utiliser la bonne approche mentale pour la saison. C'est entre ses mains, il a presque 30 ans, et pour un pilote, il est encore assez jeune, s'il veut continuer à piloter à un certain niveau. Il est dans une phase où il doit prendre une grande décision. Voilà donc les propos qu'on a pu voir de Francesco Guidotti sur KTM, et j'ai quand même vraiment l'impression qu'on fait gentiment comprendre à Jack Miller que oui, il est soutenu par le constructeur européen, mais qu'il va falloir concrètement faire mieux en 2024 s'il veut rester dans le team usine. Et quand Francesco Guidotti déclare que Jack Miller va devoir prendre une grande décision, pour moi ça fait évidemment écho à son investissement dans la catégorie Rennes et dans la continuité de sa carrière chez KTM. On sait donc qu'il s'est marié à la fin de la saison 2022, il est devenu ensuite papa lors de la saison 2023 et peut-être que oui, son implication au cours de la saison a un petit peu baissé par rapport donc à ce qu'il a pu donner chez KTM. On se rappelle que le début de saison 2023, on a pu donc voir un Miller très performant et dans la continuité donc de cette saison, ça a été plus difficile. Personnellement, et je dis bien personnellement, je comprends donc que toutes ces déclarations de Guidotti comme un message disant Miller, il a du potentiel, il peut faire de très bonnes choses, mais il a besoin d'être beaucoup plus impliqué dans le projet, faire plus de choses en MotoGP pour améliorer ses résultats et donc entre guillemets sauver donc sa tête par rapport aux jeunes pilotes qui tapent à la porte comme Pedro Acosta. Et on a vu récemment des déclarations de l'Australien qui disait qu'il n'avait jamais été aussi en forme en février, ce qui démontre que clairement Miller est décidé à faire mieux et c'est ce que j'espère. Je sais que beaucoup de personnes sont assez mitigées sur Jack Miller, c'est sûr qu'on ne parle pas de l'un des plus grands pilotes du MotoGP, c'est évident, mais moi c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui n'a pas peur de dire des choses, qui n'a pas peur de faire du spectacle, du show, et c'est pour ça que je l'aime. Ça me fait moi aussi plaisir d'avoir un Australien dans cette catégorie, et c'est vrai que j'aime beaucoup Miller et j'espère qu'il va pouvoir continuer, mais je pense qu'on est quand même dans l'ensemble assez d'accord pour dire que ça va être très compliqué pour Jack Miller de garder sa place dans l'équipe usine. Quand on voit ce que réalise déjà Pedro Acosta, ça met une sacrée pression et surtout chez KTM, évidemment qu'on lorgne chez d'autres pilotes qui arrivent à la fin de leur contrat à la fin de cette saison 2024, comme par exemple Fabio Quartararo ou encore Marc Marquez. Donc c'est sûr que ça va pas être facile. Ça va être clairement pas facile pour l'Australien et c'est tout le suspense aussi de cette saison. Beaucoup de pilotes ont besoin de démontrer leur potentiel. On parlait précédemment dans la précédente vidéo d'Enea Bastianini, c'est aussi donc le cas de Miller, mais voilà, personnellement, avant ce début de saison 2024, j'imagine quand même que pour Miller, rester dans le team usine pour 2025, ça risque d'être très compliqué et peut-être même trop compliqué. En tout cas, continuons donc maintenant avec les propos du directeur général de Ducati, Gigi Dall'Igna, qui est revenu sur la perte d'un ingénieur extrêmement important d'après ses propos, qui a donc décidé de quitter Ducati afin de rejoindre Yamaha, et ce qu'il dit sur cet homme est très intéressant. On parle donc de Max Bartolini, qui est donc devenu le directeur technique de Yamaha. Max a travaillé avec moi pendant de nombreuses années et c'était une personne clé chez Ducati Corse. Avec son expérience et sa connaissance de notre moto, il peut apporter beaucoup à Yamaha. Son départ m'a énormément ennuyé, à la fois compte tenu de son profil technique et de ce qu'il est en tant que personne. Et vous allez voir donc que sa venue fait déjà du bruit parce qu'on a pu avoir quelques déclarations, par exemple celle de Fabio Quartararo qui a déclaré « Max a apporté de la sérénité, une méthode de travail et nous a donné beaucoup plus de capacité de réaction, ainsi que tout ce que son expérience chez Ducati implique en termes de connaissances. Ce n'est pas seulement ce qu'il sait, c'est qu'il est incroyable en termes de communication, c'est un de ses points forts. Il insuffle beaucoup de bonne humeur et de bonnes vibrations. Il pose beaucoup de questions et il fait aussi preuve de beaucoup d'empathie. » Et pour terminer, on a eu aussi donc les propos de Davide Tardosi de chez Ducati qui a déclaré sur Max « Il y a deux possibilités, que Yamaha l'écoute et dans ce cas, ils seront bientôt au top, ou alors c'est lui qui va devoir s'adapter à Yamaha et qui serait une énorme erreur. » Bon alors clairement si Max Bartolini lit ces déclarations, je pense qu'il va être content vu ce que dit Gigi Dall'Igna, vu ce que dit par exemple Fabio Quartararo, il y a de quoi être positif et globalement il n'y a pas grand chose à redire sur ce sujet, on a tout dans les déclarations, je vous parle de ça pour vous donner un petit peu de positivité encore une fois. Ces derniers temps on a beaucoup de négativité, c'est sûr que cette Yamaha 2024 pour l'instant
est un poil décevante. En tout cas, on attend beaucoup plus de la moto et on est assez critique, on voit beaucoup de choses assez difficiles et on continue de croiser les doigts sur un avenir plus positif. Et je pense que justement, cette news et ces déclarations nous font comprendre qu'il y a des choses vraiment positives qui sont en train d'arriver chez Yamaha. En tout cas, on recrute des personnes très importantes et justement chez le meilleur constructeur de la catégorie, Ducati. Espérons donc que la mayonnaise prenne, comme on dit, que Max Bartolini soit mis au centre du projet. En tout cas, d'après les informations de motorsport.com, on nous a déclaré que Bartolini a été placé en position de patron comme s'il était japonais au sein donc de Yamaha. Ça démontre vraiment toute la bonne nouvelle et quand on voit les propos par exemple de Gigi Dall'Igna et à quel point c'est une perte, à quel point cet homme représente une perte pour Ducati mais aussi un gain pour la concurrence et donc pour Yamaha, c'est vraiment une très bonne nouvelle et il faut le noter. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle qui aura un impact direct pour cette saison 2024 mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de Yamaha et surtout pour l'avenir du constructeur japonais. Ça passe aussi par ça, évidemment qu'on parle très souvent du projet d'un point de vue général, mais c'est aussi les hommes à l'unité, un par un, qui par leur capacité permettront aux constructeurs japonais de faire mieux et de revenir au top. Donc pour conclure, oui, on le sait, il y a de mauvaises nouvelles, on en a parlé en vidéo, oui, niveau performance, cette Yamaha 2024 a besoin de plus, on a besoin de trouver plus, mais comme je le répète, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qu'automatiquement il n'y a aucune bonne nouvelle. Non, on doit être beaucoup plus neutre avec cette saison 2024 et ce début d'année 2024 plus précisément. Il y a des mauvaises choses, mais il y a plein de bonnes choses dans la façon de faire. Les équipes de Luca Marmorini qui sont en train de travailler fortement sur ce nouveau moteur qui est pour l'instant prometteur. On comprend qu'on est en train d'amener un peu plus cette façon de faire européenne pour être un peu plus à l'image de ce que faisait par exemple Suzuki par le passé. Bref, des choses sont positives. Maintenant, il faut donner du temps, il faut croiser les doigts, il faut se servir de ses concessions et il faut espérer retrouver Yamaha au top. Et très rapidement, on a pu aussi donc avoir la présentation 2024 du team LCR et donc les deux livrets qui sont liés à cette équipe. Et la livrée 2024 du côté de Johann Zarco et donc aussi de chez Castrol, la voici. Une livrée particulière qui change quand même vraiment pas mal avec ce vert, ce rouge et ce blanc. C'est pas ma livrée préférée. J'ai vu beaucoup de personnes l'aimer beaucoup. Je la trouve aussi assez jolie, mais c'est pas non plus une explosion de bonheur de ma part. C'est vrai que je suis assez difficile avec ces livrets, dis donc. Je suis assez difficile. Et celle en tout cas du côté de chez Nakagami et donc de Hidemitsu, la voici. Je la trouve aussi jolie, mais personnellement je la trouve moins jolie que celle de l'année dernière. Alors elle est très belle et moi j'aime ce côté noir, rouge, blanc et ce doré sur l'avant juste à côté donc de la bulle de la moto. Donc bref, dans l'ensemble c'est une livrée que j'aime beaucoup, mais je préférais celle de l'édition de 2023. Mais dans l'ensemble, chez LCR on a de très belles livrées, ça fait plaisir. En plus on a donc des changements, des évolutions grandes pour le team Castrol et beaucoup plus légère on va dire pour le team du côté d'Hidemitsu, mais dans l'ensemble ça fait plaisir d'avoir des changements et voilà, je suis très content clairement du travail chez LCR. Et on termine donc justement par un ancien pilote Honda, c'est Marc Marquez qui est revenu un peu plus précisément sur son adaptation à la moto et on comprend en tout cas que le pilote espagnol ne sait pas encore totalement piloter la Ducati, il ne s'est pas encore totalement adapté à cette nouvelle monture et qui demande donc un style assez différent de celle de la Honda. Vous allez voir qu'il est donc rentré pas mal dans la précision et il nous a donc raconté pas mal de détails. Il a donc déclaré « Petit à petit, je travaille, je me sens mieux. Je suis encore trop rigide sur la moto, je ne peux pas encore jouer avec le corps comme le font Bastianini ou Martin. Pecco Bagnaia ne joue pas beaucoup avec son corps et il est rapide, mais on verra. Je dois encore progresser en sortie de courbe, c'est là qu'on fait vraiment le temps avec cette moto et que j'en profite totalement. Avec la Honda, c'était l'inverse. Le time attack se faisait plus sur l'entrée de courbe, avec cette moto, c'est plus sur la sortie. C'est une combinaison. Avec la Honda, on arrive super vite en courbe. Pouf, c'est la principale différence. Avec la Ducati, il faut faire attention à certaines choses dans le time attack. Je commence aussi à mieux comprendre comment régler la moto et les techniciens commencent à comprendre comment régler l'électronique selon mon pilotage. Par exemple, sur le frein moteur, le couple, tous les pilotes peuvent partir d'une base, mais ils ont chacun leur style, il y a une bonne évolution. J'ai comparé les données, mais plus que la moto, j'ai comparé les pilotages. Je cherche plus à comparer les styles de pilotage parce que j'ai compris que les motos sont différentes,
mais similaire. Je regarde le pilotage parce que je dois améliorer ça. C'est sûr que le niveau est là, mais ce n'est pas suffisant. Pour être plus rapide, il faut être en piste et faire ce que j'ai fait pendant ces 3 jours à Sepang. Rouler, rouler, rouler. Par exemple, l'un des soucis que je pourrais avoir dans les week-ends de course, c'est qu'avec la Honda, en 2 relais, j'étais déjà dans les temps. Au cours de ces 3 jours, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire de bons chronos. C'est possible durant un test, mais pas pendant un week-end de course. Maintenant, je dois comprendre comment faire de bons chronos plus vite. Alors je sais, ça fait beaucoup de déclarations, mais ça nous permet justement de comprendre tous les efforts et tout ce que ça demande pour un pilote, même aussi fort que Marquez, de changer de marque et donc de changer de moto. Et c'est vrai que cette Ducati est assez différente dans le pilotage. On parle qu'il faut plus la piloter avec l'arrière, alors que la Honda se pilote beaucoup plus sur l'avant. Pareil donc pour l'entrée et les sorties de virage. On a l'impression qu'avec la Ducati, il faut beaucoup plus se concentrer sur la sortie de virage, alors qu'avec la Honda et avec le pilotage donc de Marquez, on était plus focalisé sur l'entrée. Bref, c'est beaucoup donc de choses qui changent évidemment pour un pilote, et même si Marc Marquez est l'un des meilleurs pilotes de la grille, qu'il est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, ça demande du temps, et c'est beaucoup d'habitude, rappelons-le, 11 ans avec Honda, c'est donc beaucoup d'habitude qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer pour arriver de nouveau à fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a pu aussi le voir à Sepang. Marc Marquez n'est pas parmi les premiers, et je commence déjà à voir certaines personnes qui disent « Oui, Marquez, du coup, il est pas ci ou il est pas ça ». Et je trouve ça justement dommage qu'avec ce que l'on a pu voir aujourd'hui à Sepang, on ait déjà de nombreuses critiques. Alors attention, je ne suis pas non plus pour sur cette surhype du pilote espagnol. Vous savez que j'aime Marquez, mais vous l'avez vu sur la chaîne, je ne suis pas du tout du genre à vous dire « Marc Marquez, il va tout gagner, il va tout casser, le championnat du monde, c'est sûr, il est pour lui ». Parce que je trouve que beaucoup de gens s'emballent, mais ça va dans les deux sens. Je pense qu'il est important de ne pas surhype le pilote, mais je pense aussi qu'il est important de ne pas le surcritiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va sûrement prendre du temps. Alors peut-être que Marc Marquez peut tout gagner dès le départ, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous font dire que ça va prendre peut-être plus de temps que beaucoup l'imaginent. Peut-être qu'au Qatar, Marquez sera encore loin, peut-être que lors des tout premiers Grands Prix de cette saison 2024, Marquez sera encore loin, ou en tout cas pas encore capable de jouer le podium ou la victoire. N'oublions pas que, comme on a pu le voir, changer de moto, ça demande beaucoup de boulot, que changer aussi d'équipe, c'est quelque chose qui, évidemment, bouleverse la façon de faire de Marc Marquez, mais n'oublions pas aussi un point crucial, le MotoGP d'aujourd'hui, nous avons à côté de Marquez d'autres pilotes qui sont extrêmement performants, que ce soit chez Ducati, mais aussi chez les autres constructeurs européens et même chez les constructeurs japonais s'ils arrivent à jouer devant avec leur matériel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, t'es 2 dixièmes par exemple en retard par rapport au premier, en qualification, tu peux être 6e, 7e, 8e, 9e, et ensuite la course est difficile. C'est ça qu'il faut saisir. Il y a eu une époque où t'étais 2 dixièmes en retard, c'était pas grave, entre guillemets, qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être au top, tu as besoin d'être face aux meilleurs, et tout ça, justement, ça passe par les petits détails. Les petits détails, cette sensation d'osmose qu'un pilote peut avoir avec la moto, ce qui aujourd'hui manque entre guillemets à Marquez avec la Ducati. Donc voilà, en tout cas moi avec cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer un petit peu plus de sujets que d'habitude, avec pas mal de déclarations et un peu d'informations sur plein de petites choses. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Normalement, on se donne donc rendez-vous pour les essais du MotoGP sur le circuit du Qatar, les tout derniers essais de pré-saison. On se fera donc, je pense, normalement une vidéo le 21 afin de résumer les 2 jours d'essai, le 19 et le 20. Donc voilà, je vous dis bye bye les potes, ciao.